discours n'est pas une simple déclaration diplomatique. C'est un avertissement adressé au monde entier. À New Delhi, Lavrov affirme que l'ordre mondial occidental touche à sa fin et que les BRICS préparent déjà la suite. ONU, sanctions, FMI, Ukraine, domination occidentale, tout y passe. Voici son intervention complète en français. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Alors, les amis. Un fossé important persiste entre la répartition réelle du potentiel économique mondial et le niveau de représentation des pays de la majorité mondiale dans la gouvernance mondiale. Au sein des institutions internationales clés, y compris l'ONU et le système de Bretton Woods, des institutions formées dans un contexte d'équilibre des forces complètement différent, la domination des États du soi-disant « Ouest historique » perdure. Corriger cette injustice devrait contribuer à réajuster le fonctionnement des structures concernées en fonction du rapport de force réel dans le monde moderne, ce qui renforcerait l'efficacité de l'ensemble de l'architecture internationale et éliminerait les lignes de division qui y ont été créées. Le système financier mondial doit être transparent et non discriminatoire, offrant à tous les acteurs un accès égal aux opportunités et aux instruments. Il est inacceptable que le soi-disant G7, qui représente moins d'un tiers de la production mondiale, continue de dicter la politique et la pratique des institutions de Bretton Woods, tandis que les États des BRICS, qui représentent environ 40% du PIB mondial, n'aient pas d'influence comparable. Nous considérons comme une tâche prioritaire l'achèvement de la réforme du système de calcul et de répartition des quotes-parts du FMI, qui continue de promouvoir les intérêts des actionnaires des pays de la minorité occidentale, laissant à la périphérie de son attention les besoins réels du Sud et de l'Est mondiaux. Je vous invite à consulter les statistiques du FMI sur l'octroi de prêts au cours des 3 à 4 dernières années. Vous constaterez que l'Ukraine a reçu des prêts équivalents à près de 600% de sa quote-part, soit plusieurs fois plus que tous les pays de l'Union africaine réunis. Pour être juste, il faut dire que les États des BRICS détiennent collectivement plus de 18% des voix au sein du fonds, ce qui leur permet déjà d'influencer les décisions clés, à condition qu'un consensus soit dégagé au sein du groupe des actionnaires représentant les pays des BRICS. Je ne m'attarderai pas ici sur les raisons pour lesquelles ce consensus n'est pas toujours atteint, mais il est certain qu'il faut utiliser cette possibilité de manière plus active. Nous sommes fermement favorables à une meilleure représentation des pays de la majorité mondiale au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous réitérons notre soutien aux aspirations du Brésil et de l'Inde à obtenir un siège permanent au Conseil, tout en corrigeant l'injustice historique à l'égard des pays africains, qui ont clairement formulé leur position et la défendent avec constance. Nous ne voyons aucune valeur ajoutée à attribuer des sièges supplémentaires aux pays de l'Ouest collectif, déjà surreprésentés au Conseil et qui continuent de revendiquer le droit monopolistique de façonner l'ordre du jour mondial. Cette année auront lieu les élections du nouveau secrétaire général. Son remplacement ouvre une réelle opportunité de remettre de l'ordre dans l'organisation mondiale enfin, disons plutôt qu'il offre une certaine chance. Nous connaissons bien les réalités. Le futur chef du secrétariat, selon nous, doit répondre à un certain nombre de critères. Il doit adopter une position équidistante, appliquer sans exclusive les principes de la Charte des Nations Unies, s'appuyer sur les décisions obligatoires ou consensuelles, exclure l'usage de doubles standards, et, en somme, respecter strictement les exigences de l'article 100 de la Charte. Bien entendu, nous analyserons, tout au long de la campagne préélectorale qui s'achève, dans quelle mesure les candidats répondent à ces principes et dans quelle mesure ils y ont répondu durant leur précédent mandat au sein du système onusien et d'autres agences internationales. Plus largement, une réforme du secrétariat s'impose, y compris des critères de sa composition. La charte ne prévoit qu'un seul critère, une répartition géographique équitable. Or, ce critère n'est pas respecté. Il est inacceptable que le secrétariat ait été pratiquement privatisé par un groupe de pays. Les postes de secrétaire général et de ses 6 principaux adjoints qui détiennent les leviers administratifs, budgétaires et financiers réels de la gestion de l'ensemble du système onusien sont occupés par des ressortissants de pays de l'OTAN. Le travail dans l'intérêt de tous les États a été remplacé par la promotion des approches d'une minorité et l'imposition d'un discours néolibéral. Une attention particulière doit être accordée à ce problème, y compris lors de la prochaine session de l'Assemblée générale qui s'ouvrira en septembre. Seuls les États membres eux-mêmes peuvent corriger ces déséquilibres accumulés, car ils sont responsables de l'efficacité de l'ONU, du respect de la répartition des tâches entre les organes statutaires,
du maintien du caractère intergouvernemental de la prise de décision et, bien sûr, de l'application cohérente des principes de la Charte des Nations Unies dans leur intégralité et leur interdépendance. Dans ce contexte, nous défendrons particulièrement les exigences de la Charte concernant le respect des droits linguistiques et religieux. Il est inacceptable que le régime nazi ramené par l'Occident à Kiev ait légalement interdit la langue russe. Sans parler du fait que le russe est l'une des langues officielles de l'ONU, mais ni le secrétaire général ni ses collaborateurs n'émettent la moindre critique à ce sujet, ils gardent un silence complet. En fait, aucun des représentants européens ou autres qui communiquent avec le régime Zelensky ne trouve à redire, ils n'évoquent même pas l'inadmissibilité du génocide linguistique perpétré par ce régime. Je vous signale que le russe est la seule langue au monde à avoir été interdite dans un État. Malgré tout, dans les pays arabes, en Iran, dans le monde islamique en général, l'hébreu n'est pas interdit, en Israël, l'arabe et les autres langues parlées par les musulmans ne sont pas interdits. Je dirais plus, même en Irlande, l'anglais n'est pas interdit. À cet égard, je tiens à saluer une nouvelle fois la position du président du Kazakhstan, le respecté Kassym-Jomart Tokayev, à l'initiative duquel a été créée une organisation interétatique de soutien à la langue russe. Sa réunion constitutive a eu lieu au début de cette année, ses instances dirigeantes ont été élues, et l'adhésion est ouverte non seulement aux pays de la communauté des États indépendants, qui sont d'ailleurs représentés ici, mais aussi à tout État intéressé par des échanges enrichissant la composante culturelle de nos relations. Avec nos partenaires des BRIC, nous partageons un attachement à tous les principes de la Charte, qui tracent des orientations claires pour l'édification d'un ordre mondial multipolaire juste. Il est essentiel de veiller à ce que toutes les institutions internationales agissent avec indépendance et impartialité. Cela vaut pleinement pour la justice internationale, qui ne doit pas se transformer en arme contre les adversaires géopolitiques de certains États. Nous avons l'intention de discuter de ces problèmes lors du deuxième séminaire international sur la lutte contre la politisation de la coopération judiciaire pénale internationale, séminaire réunissant les pays des BRIC et les États partenaires, qui se tiendra à Moscou dans un mois, les 15 à 17 juin. Parmi les défis du système multilatéral figure l'extension de la pratique illégale des mesures coercitives unilatérales, y compris les sanctions illégitimes, la saisie illégale d'avoirs et de biens étrangers en violation du principe fondamental de l'égalité souveraine des États, en violation des droits humains fondamentaux, y compris le droit au développement, à la santé et à la sécurité alimentaire. Nous observons ces tentatives, en violation de tous ces principes, de porter un préjudice irréparable aux populations de pays qui n'ont en rien provoqué une telle politique, y compris certains États représentés ici, comme l'Iran. Et bien sûr, ce que l'on tente de faire à nos amis cubains est particulièrement connu de tous, nous réaffirmons notre pleine solidarité et notre soutien au peuple cubain et à l'île de la Liberté. Il est clair que lorsque des sanctions illégales sont appliquées, les couches les plus vulnérables de la population en subissent un choc disproportionné. Le fossé numérique se creuse, les problèmes environnementaux s'aggravent, les chaînes d'approvisionnement et de production sont perturbées. Nous sommes convaincus qu'il faut parvenir à exclure de tels instruments de pression des relations internationales. L'ONU a déjà adopté une résolution en ce sens à l'Assemblée générale, et je voudrais rappeler aujourd'hui l'initiative russe d'adopter, dans le cadre des BRIC, une déclaration sur le rôle du droit international et une autre déclaration sur les moyens de contrer, d'atténuer et de compenser les conséquences négatives des mesures coercitives unilatérales. Les priorités de leur propre développement doivent être déterminées par les pays eux-mêmes, sans pression extérieure, en tenant compte des particularités nationales, des besoins et des différences civilisationnelles. Cette approche, y compris l'accent mis sur la lutte contre la pauvreté et d'autres besoins urgents des pays en développement, doit être reflétée de manière adéquate dans le nouveau programme de développement pour et l'après 2030, sur lequel il faudra travailler dans des conditions difficiles au sein de l'ONU, et nous ferons tout notre possible pour parvenir à un résultat positif pour la majorité mondiale. Merci de votre attention. Le discours de Lavrov montre une chose essentielle, nous sommes peut-être en train d'assister à une transformation profonde de l'ordre mondial. Derrière les mots très durs utilisés aujourd'hui par la Russie, il y a surtout une bataille pour l'influence, pour le contrôle des institutions internationales et pour la définition du monde de demain. Ce qui est frappant dans cette intervention, c'est que Moscou ne parle plus seulement au nom de la Russie, mais tente clairement de se présenter comme la voix de ce qu'elle appelle la majorité mondiale, c'est-à-dire les pays du Sud, les BRIC et les nations qui estiment avoir été marginalisées par les puissances occidentales pendant des décennies. Lavrov accuse directement l'Occident de contrôler l'ONU, le FMI, les institutions financières internationales et même le discours politique mondial. Mais derrière ces accusations,
il y a une réalité géopolitique plus large. Le monde devient de plus en plus multipolaire. La Chine monte en puissance, les BRICS s'élargissent, plusieurs pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar, et de nombreuses nations refusent désormais de choisir un camp unique entre Washington, Moscou et Pékin. Dans ce contexte, ce discours apparaît comme une tentative de fédérer tous ceux qui contestent l'ordre international dominé par les États-Unis et leurs alliés. Mais cette vision soulève aussi énormément de questions. Car si la Russie critique les doubles standards occidentaux, ses adversaires accusent également Moscou d'utiliser elle-même la puissance, la pression politique et la guerre pour défendre ses intérêts. Finalement, ce discours révèle surtout l'intensité de la fracture mondiale actuelle. Deux visions du monde s'opposent désormais ouvertement, celle d'un ordre occidental qui tente de préserver son influence historique, et celle de puissances émergentes qui réclament une redistribution du pouvoir mondial. Et la grande question, désormais, est de savoir si cette transition vers un monde multipolaire pourra se faire par la coopération, ou si elle mènera à une confrontation encore plus dangereuse dans les années à venir. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les BRICS peuvent réellement changer l'équilibre mondial, ou que l'Occident gardera sa domination malgré tout? Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi, et je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. Si ce que nous partageons sur cette chaîne est important pour vous, likez, commentez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.